Ouais, mais par exemple, si tu es, comment dire, par exemple, Dieudonné, en plus, tu as pris l'exemple, Dieudonné, J'ai pris euh, volontairement cet exemple, c'est un métis, c'est ça que tu veux me dire? eh ben, exactement, voilà, un peu comme Mhm. moi aussi, je suis métis. Oui, j'ai compris, j'ai cru le voir par rapport à ta tête, mais je te le dis, mon frère. Voilà, Euh, on n'est pas plus noir que blanc, finalement. Enfin, ah tu vois, bon, dans la... tu penses qu'on est, enfin, oui, peut-être de manière génétique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le regard extérieur, un noir clair ou un noir foncé, il est toujours considéré comme un nègre. Tu vois, ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est Léon Gontran Damas. Un noir clair et un noir foncé sera toujours considéré comme un nègre. Moi, je vous entends plus, donc je continue à parler pour meubler. Non, on t'entend. Ouais, mais Voilà. on Ok, t'entend. ok, 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 ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai freestylé là, tu vois, pour éviter qu'il y ait des trous. Un noir foncé ou un noir clair est toujours considéré comme un nègre. Donc tu payes café au lait. Et le pire, c'est que les entre guillemets métis le reconnaissent en privé. Quand je parle avec Dieudonné, il le sait, qu'il le veuille ou pas, qu'il est un nègre. Voilà. Donc moi ma meilleure amie et assistante depuis plus de 10 ans, qui me connaît depuis plus de 10 ans, ma grande sœur, une aînée à laquelle je rends hommage, qui s'appelle Seychelles, c'est son nom en tout cas dans l'activisme politique. C'est elle d'ailleurs qui a corrigé Supranégritude, qui est journaliste par ailleurs. Euh, cette dernière-là est une métisse, hein, congolaise de père, Congo-Brazza, français de mère, mais elle vous le dira parce qu'elle l'a vécu et d'autres vous le diront aussi, que bien sûr que être métisse et se dire noir ne veut pas dire renier sa partie blanche. Jamais elle va renier ses parents, c'est pas du tout le message qui est donné, mais c'est être pragmatique. Un noir clair ou un noir foncé reste un noir. Qu'on le veuille ou pas, il y a ce faciès, cette réalité, et on l'a vu même au niveau même quand on parle que ce soit de l'esclavage, quand on parle d'un certain nombre de systèmes d'oppression historique, où le café au lait pouvait être, entre guillemets, mis au-dessus du noir bleu, certes, mais il était toujours considéré comme un sous-homme. Donc moi, un noir clair, quand je te vois, c'est pour ça que je t'ai dit frère instinctivement, que tu le veuilles ou pas, t'es un Africain. Et quand tu vas aller à la réunion des Bretons, la Confédération des Bretons de France, et si tu dis que t'es breton, on va te dire garde la pêche. Voilà, je le pense. Je le pense profondément. Ouais, mais ça va. Enfin, moi, je le dis vraiment à titre personnel, je trouve pas que les Français soient vraiment le peuple le plus raciste, au Mais moi, contraire. j'ai pas parlé du fait qu'ils étaient racistes. T'as bien écouté mon discours. Je viens de te Hmm. dire qu'au contraire, que à bon nombre d'endroits, la négrophobie, dire qu'ils ne sont pas racistes, faut aussi éviter les excès. La négrophobie a spectaculairement baissé. Maintenant, la négrophobie existe en France comme elle existe ailleurs. Voilà. Et je n'ai pas peur de le dire. Et j'ai envie de dire que de toute façon, en poussant des peuples différents à vivre ensemble alors qu'ils n'ont pas les mêmes coutumes, les mêmes cultures systématiquement, bah forcément ça crée de l'intolérance de part et d'autre. Moi j'ai fait partie, quand j'étais jeune, j'ai fait partie de groupes qui tabassaient, qui volaient des trucs à des blancs simplement parce qu'ils étaient blancs, et il y a des blancs qui vont agresser des noirs quand ils sont jeunes, simplement parce qu'ils sont noirs. C'est la bêtise, mais c'est la bêtise qui est générée par ce concert mondialiste-là. Il faut qu'on aille au-delà de tout ça. Donc je suis pas en train de m'indigner ou de faire du show Bien ananas, sûr, bien sûr. ou du quelen ananas par rapport au fait qu'il y a du racisme, mais le racisme existe, il ne faut pas non plus dire qu'il n'existe pas, il existe en France comme il existe ailleurs, et je sais que ça peut déplaire dans la dissidence parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, je dis ce que j'ai envie de dire de toute façon dessus, et pour revenir au métissage, Dieudonné, pour reprendre son exemple ou même le tien, d'accord, moi je vais pas parler à ta place, mais je le sais, c'est une expérience de vie. Je côtoie toutes sortes de personnes dans ma communauté et dans ma population afro-descendante ou même sur le continent, et en tout cas en Occident, que ce soit en Belgique, en France, partout où je peux avoir des sympathisants. Je sais que le noir clair comme le noir foncé, le noir clair a des expériences qui peuvent lui être particulières sur un bon nombre de points, mais il sera toujours considéré comme un nègre parce qu'il est un nègre, et au-delà parce que c'est un afro-descendant, et que on est cramé, comme dirait l'autre, on est grillé. Tu vois, on est grillé, on peut pas passer inaperçu comme les Polonais, et je remercie au final Dieu pour cela. Ça nous permet de nous rappeler d'où on vient et où est-ce qu'on se doit d'aller, ne serait-ce que intellectuellement, si ce n'est pas physiquement. Voilà. Ouais, mais parce que bon, les métis, ils sont une forme, tu vois, parce que tu parlais justement de racines tout à l'heure, c'est ça qui est très important. Et c'est vrai que le métis, il est dans une position où il est enraciné un peu des deux côtés, mais le pire en plus, Il il est... vit en France. Mhm. Bon,
tu vois, il bascule, parce que moi, quand je te dis ça, c'est au sens où, voilà, je sais pas, par exemple, je vais voir ma propre grand-mère, bon, elle est plus de ce monde, mais tu vois, qui était blanche, mais j'ai des cousins blancs, enfin, t'imagines bien. Ben oui, mais ça, c'est des exemples généraux, ça. J'en connais plein parmi mes proches, qui sont parmi les plus extrêmes, les plus radicaux d'ailleurs, de la mouvance panafricaine dont je suis porte-parole, qui sont des métis. Mais Ouais. moi, je vais te dire, parce que j'ai quand même beaucoup arpenté la rue, j'y suis pas né, hein, je suis né à l'hôpital, et je suis pas issu d'un milieu prolétaire, mais la rue, j'ai dû m'y former aux alentours de mes 17 ans, 18 ans, comme j'explique dans Supranégritude. Et dans ce dehors-là, les métis que j'ai connus, qui sont, je pense, cette majorité silencieuse-là, n'oublie jamais qui ils sont. Ça ne les empêche pas d'avoir cette partie française en eux, c'est une réalité, d'accord. Mais au même titre que ce que disait Bob, hein, Bob Marley, il était clair plus que jamais, mais tu ne peux pas renier ton identité, tu ne peux pas renier ton ascendance africaine. Et quand tu as un parent blanc et un parent noir, de toute façon, c'est que l'extérieur, in fine, quand tu es le résultat de ça, l'extérieur verra toujours la prépondérance de ce parent noir sur toi. Et donc, il faut assumer ton héritage sans pour autant renier l'autre partie. Ben, je m'inscris exactement dans cette démarche-là. Et de toute façon, je veux dire que à moins que certains vivent dans un Mamadou au pays des merveilles, mais je sais que la plupart des entre guillemets métis, j'aime même pas ce terme, je dirais des afro-descendants clairs de peau, peuvent avoir un parent blanc. Ils ont vécu à certains endroits le racisme, on leur a toujours fait comprendre qu'ils n'étaient pas du physique normand originel, du physique breton originel. Dieudonné lui-même vous le dira, et c'est pour ça qu'il réagit comme ça, parfois comme un écorché vif. Il lutte aussi contre, il est conscient de cette négrophobie, il n'en parle pas, qui n'est pas hystérique en France plus qu'ailleurs, attention, je le précise bien, mais qui existe. Et voilà, moi j'ai aucun problème et je n'ai aucun tabou à dire ces choses-là. Donc un noir clair de peau qui pense qu'il sera sauvé parce qu'il a un parent blanc, ben, j'ose espérer pour lui que la crise ne va pas s'accentuer parce qu'on lui fera comprendre que même si tu as un parent blanc, mon ami, entre guillemets, négroïde, tu es négroïde, tu resteras. Voilà. Mais est-ce que ce paradigme-là que tu décris, moi je veux bien le concevoir pour la France, mais par exemple quand pour l'Afrique, c'est presque un paradigme inverse, parce que quand moi voilà, quand j'arrive, bon j'ai eu de la chance, tu vois, en plus de pouvoir connaître justement, comme tu dis, ma part africaine. J'ai été souvent, je suis d'origine gabonaise, j'étais souvent au Gabon. Là-bas, je vis le paradigme inverse, c'est-à-dire que tu vois ce que tu viens de dire, tu dis oui, en France, autant je resterai grillé, oui, un noir restera noir, c'est vrai que partout où j'irai, on me dira oui, et pas tout à fait des Flandres quand même, malgré tout. Et ben, en Afrique, c'est aussi... Tiens, j'ai vécu en Flandre, c'est marrant, mais pour te répondre, j'étais à Hasbrook notamment. D'accord, parce que c'est du côté de mon père, c'est pour ça que j'ai dit ça. D'accord, ok. Voilà, Ben écoute, moi je te réponds très simplement sans te couper, mon frère, je t'entends pas. Tu parlais peut-être. Je t'entends, nous on t'entend, vas-y, on ok. t'entend. Nous. Voilà, moi je te réponds très simplement que évidemment que quand tu vas sur le continent africain, on va te voir comme un toubab. Hein, voilà. C'est évident. Et je vais aller plus loin. Au départ, moi, quand j'arrive et que je dois m'intégrer dans la société africaine, on me voit aussi comme un toubab, qu'on soit très clair. Mais la question, c'est que la différence, au départ, hein, j'entends, la différence, elle est fondamentale. C'est que quand tu arrives en Afrique, on ne va pas te traiter de sale métis, on ne va pas te traiter de sale blanc. En tout cas, c'est quelque chose qui n'existe pas, en tout cas, ou qui n'est pas présenté de cette façon, comme ça peut l'être en France. En France, on peut te traiter de sale noir. En Afrique, on ne va pas te traiter de sale métis. C'est beaucoup plus complexe dans la démarche. C'est beaucoup plus complexe. Il y a un travail d'intégration, un effort d'intégration à faire de part et d'autre. C'est clair. Pour toi, mais je vais aller pour moi, même plus loin. Même pour moi, je suis un métis social. Ouais. Moi, je suis un métis social. Je suis quelqu'un qui a choisi une voie politique et un choix. J'ai fait un choix de vie qui est diamétralement opposé, même si aujourd'hui de plus en plus de gens dans mon pays, au Bénin et même des Capouches un peu partout, commencent à devenir des sympathisants de notre démarche parce qu'ils voient que le message porte. La télé m'aide énormément à ça aussi, d'accord. Mais j'ai dû faire un gros effort aussi, moi-même, pour m'adapter aux réalités, pour m'intégrer. Mais je préfère m'intégrer dans un foyer civilisationnel qui est plus en adéquation avec mon identité que dans un endroit où, à la base, que je le veuille ou pas, le paradigme est extrêmement différent. Voilà, je suis un métis social, je suis issu d'une famille qui ne manque de rien. Mon père est un médecin, ma mère est cadre infirmière. J'ai commencé à vivre dehors par choix, pas par dépit.
j'ai étudié ce dehors par choix, par volonté de comprendre l'environnement dans lequel j'étais, pour comprendre certaines souffrances et pour les jumeler avec celles que moi je pouvais avoir auparavant, tu vois. Je me suis intégré dans la rue, je m'intègre aujourd'hui en Afrique et je suis arrivé en Afrique il y a 3 ans. Aujourd'hui, je suis, en tout cas, dans l'espace dans lequel je suis installé, je fais partie des voix qui sont les plus appréciées. Donc il y a quand même une réflexion à avoir. Moi, je suis combattu aussi hystériquement par d'autres personnes, mais il y a une réflexion à avoir sur le fait de savoir ce qu'on veut faire. Et on se situe comme quoi? Si on se considère comme citoyen du monde, SOS Racisme, il ne faut pas qu'on critique SOS Racisme pour son message touche pas à mon pote, qui n'est rien d'autre en réalité que touche-toi mon pote. Eux, les élites ne se mélangent jamais, mais elles poussent tout le monde à se brasser, d'accord? Et quand certains prônent l'enracinement, elles sont ostracisées, elles sont considérées comme des extrémistes. Non, moi je ne suis pas hystérique dans ce que je dis. Il y a certains en France qui vont vous dire oui, qu'ils retournent tous dans leur pays. Ben moi, je leur dis, il n'y a pas de problème, dites-leur qu'ils retournent tous dans son pays. Et puis vous, autres occidentaux qui êtes ici, on vous dira, dégagez aussi de notre pays si vous voulez qu'on agisse comme ça. Mais moi, je ne vais pas dans cette légèreté-là. Il y a des gens qui ont construit une vie, qui peuvent vivre ici, qui peuvent travailler ici, qui sont des occidentaux. Je ne suis pas dans un message de xénophobie, mais je dis respectez les populations dans lesquelles vous êtes. Et c'est exactement la même chose que je dis aux miens installés en Occident, qu'ils respectent la population française avec laquelle ils vivent, d'accord, mais qu'ils ne se perdent pas en croyant qu'ils sont français parce qu'ils ne le sont pas. Et on va leur rappeler. Et moi, je veux éviter les blessures identitaires aux miens. Et je suis tellement épanoui. On m'a déjà traité de sale, tu sais, particularisme. On m'a déjà traité de salniaque. J'explique ça dans le prochain livre qui sortira. Salniaque, c'est une insulte que les Sénégalais donnent, par exemple, aux Africains non sénégalais. Ça existe le racisme aussi intra-africain. Ça existe le racisme interethnique, d'accord? Mais je préfère être dans cette démarche de vivre dans cette région du monde, naviguer entre le Nigeria, parce que je suis dans un projet fédéral africain, je suis dans l'accomplissement du rêve des Lumumba. Vous comprenez ce que je veux dire, qui dans son rêve se disait nous sommes Congolais, mais nous rêvons un jour de parler, de vivre en tant qu'Africains. C'était ça son projet. C'était le projet de Sankara, même si ce n'était pas l'aspect qui mettait plus en avant. Tout le monde sait que Sankara était l'une des plus grandes figures, des dernières grandes figures du panafricanisme aujourd'hui, et en tout cas du XXe siècle. Je m'inscris, je revitalise ce concept-là, je le fais mien, et je dis qu'il y a des efforts à faire évidemment d'intégration, mais je suis désolé, je pense que ça en vaut, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. D'accord. Bon, écoute... Ça me paraît bien. C'est encore bon pour toi ou tu peux... J'avais même pas vu l'heure, elle est 45. Bon, écoute, maintenant, voilà, continuons 10 minutes, puis après, je vais vraiment y aller. Voilà, parce qu'il faut que je... voilà. On continue 10 minutes, comme ça, on arrive à la pause. C'est parfait. Alors, Yannick, il y a pas mal de questions. On nous dit, pareil, dans cette logique, pareil, cette logique du métissage, qu'est-ce que ferait un enfant, par exemple, s'il a des parents africains et asiatiques? Il se retrouve aussi dans une contradiction, la même contradiction. Écoutez, il y a une chose qui est simple. Certains parlent de contradiction, on peut aussi conjuguer les choses au présent. Quelqu'un qui est africain d'un père et qui est asiatique d'une mère, c'est des exemples les Afro-Asiatiques, ce sont des exemples qui existent, on en voit même en France, ça existe énormément aussi aux États-Unis, ça existe à différents endroits, ça existe même, si tu veux avoir mon avis, parce que j'en ai connu personnellement d'ailleurs, en Corée du Sud, il y avait les bases américaines avec les soldats afro-américains par exemple, qui étaient là-bas, qui ont fait bon nombre d'enfants, parce que malheureusement partout dans l'Africain, il n'a pas toujours la capacité de rétention, comprenne qui pourra. Eh bien, par rapport aux enfants qui sont installés là-bas, ils sont traités comme quoi? Ils sont traités comme des Noirs, ils sont traités comme des Africains en Corée. Ça, ce sont des témoignages pragmatiques et concrets qui existent. Donc voilà, je suis dans cette logique, dans cette démarche d'appeler simplement au pragmatisme. Pragmatisme ne veut pas dire renier sa partie asiatique, sa partie non africaine, c'est pas ça du tout. Ça ne veut rien dire renier. Moi, je ne renie rien. Je ne renie ni mon ascendance sociale, ni mon ascendance ethnique, je ne renie rien de tout ça, mais je suis dans un projet qui va dans le sens de lutter contre ce mondialisme en reprenant ce projet panafricaniste et en le dépassant. Voilà, c'est la démarche. D'accord. Alors il y a une question, on nous dit, c'est Rulio qui demande, Kémy Séba n'a aucun tabou dans son lien avec la scientologie, Farrakhan est ouvertement scientologue.
Alors c'est lui qui, peut-être qu'il a une boule de cristal et qu'il dit qu'il n'a aucun tabou dans son lien. Il dit dans mon esprit, là où il n'y a aucun tabou, c'est que moi je ne suis pas scientologue, j'ai jamais été à la scientologie ne m'intéresse pas, qu'on fasse clair. Maintenant, je suis quelqu'un qui, et objectivement, si on doit aller maintenant au fond des choses, je peux intérieurement, mais ça regarde l'intérieur, ça regarde les gens avec qui je peux parler, qui sont dans la nation d'islam, avec lesquels je peux parler, je peux exprimer des doutes ou des réflexions que j'ai dessus, d'accord. Personnellement, je n'irai jamais dans la scientologie, et c'est pour ça que je peux étudier les enseignements du ministre Farrakhan, mais que ça ne fait pas de moi un membre de la Nation of Islam. Il faut, là aussi, nuancer les choses. J'ai fait ce choix-là pour justement aussi avoir cette liberté de tonalité. D'accord? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport au ministre Farrakhan, certains abrutis, parce que Senghor disait l'émotion est nègre, la raison est hélène. J'ai toujours combattu Senghor pour ça, mais il y a des gens qui sont dans l'émotion aussi, et pas que chez les nègres, aussi chez les occidentaux. Dès qu'ils entendent un discours qui sort de leur contexte, ils n'essayent pas de comprendre la racine qui a poussé tel individu à faire tel ou tel choix. Moi, je sais que les relations politiques et que la politique, c'est quelque chose de complexe. Et parfois, il y a des choix qui font que certaines personnes agissent de cette façon. Il faudrait que vous invitiez Farrakhan, non pas un de ses représentants, mais lui-même, et que le ministre Farrakhan vienne vous dire pourquoi lui, il a passé ses accords avec la scientologie. Moi, si tu me demandes mon avis, je dis, je comprends. J'ai compris son argumentation qui est de dire que dans la dialectique, il y a un processus qui permet, donc paraît-il, j'ai jamais testé, je ne le testerai jamais, de lutter contre les traumatismes. Il part du principe que notre population a connu bon nombre de traumatismes et qu'il faut revenir à la racine de cela pour essayer de se dépasser. Je connais même indirectement l'un des responsables qui a été dans cette démarche-là dans la Nation of Islam, de propager cette logique-là et d'en parler au ministre Farrakhan. Écoute, c'est leur choix, c'est leur méthodologie, la dialectique et la scientologie en tout cas n'aura jamais pied en Afrique dans le paradigme qui est le mien. C'est une réalité qui est celle de la Nation of Islam. Je le dis et je le répète, je suis un libre penseur. Ça, c'est un point qu'il faut rappeler. Et moi, j'ai simplement dit que le ministre Farrakhan, et je l'assume, je pense que c'est quelqu'un qui a acquis, qui a grandi en sagesse avec le temps. Il y a des choses qu'il disait dans le passé quand il était plus jeune que je ne partagerai jamais. Là aussi, je le dis, parce que là, encore une fois, certains esprits fragiles, dès que tu dis que tu apprécies quelqu'un, c'est-à-dire que tu es d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi, j'ai pas le temps avec cette stupidité de l'esprit. Je le pense, je le dis comme je le pense. Mais je pense qu'il y a de bon partout. Je le dis et je le répète, il y a des choses bonnes chez Ministre Farrakhan qui sont extrêmement bonnes et j'aime profondément cet homme pour cela. Il y a des choses qui étaient bonnes chez Charanta Diop, je pense que ces choses-là, ils sont bonnes, mais Kémy Séba a pour maître Kémy Séba, ça c'est un premier point, d'accord, et avance dans la direction qui est la sienne. C'est pour ça que même quand certains disent que Kémy Séba c'est porte-parole de la Nation of Islam, je ne suis pas le porte-parole de la Nation of Islam, d'accord, qu'on soit très clair. Je ne suis pas le porte-parole de la Nation of Islam et j'irai même plus loin, j'ai acquis des bases au sein de cette structure, mais et plus j'avance aussi, plus je grandis, plus il y a des choses avec lesquelles je peux ne pas être d'accord, mais c'est des choses que je dis en interne. On n'a pas besoin d'exposer nos divisions à l'externe. Je respecte cette organisation pour le travail d'indépendance d'esprit qu'elle fait vis-à-vis de la population afro-diasporique, mais il y a une réalité aussi qui est que sur le terrain continental, la réalité de la Nation of Islam ne peut pas avoir prise parce que ce n'est pas en harmonie avec nos réalités. Donc, je pense qu'il faut nuancer les choses. Et ne pas dire que parce que Kémy a mis en avant certains éléments de la Nation of Islam qui ont permis lui de devenir meilleur, cela signifie que ça devient un laudateur de la Nation of Islam, un porte-parole, un relais de la Nation of Islam. J'ai une distance critique sur bon nombre de points avec la nation, comme je peux l'avoir avec d'autres, mais personne ne me fera cracher sur un aîné sous prétexte qu'il y a des choses qu'on dit aussi. Oui, on sort des discours de leur contexte, on parle du fait que le ministre Farrakhan a tenu des propos où il insultait les Africains, on peut contextualiser des choses. Moi, il y a certains macaques, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et je n'ai pas peur de le dire, ce sont des macaques, qu'ils soient noirs ou blancs, d'accord, qui ont sorti des discours de leur contexte quand j'étais dans une émission radio où je parlais au second degré, où je disais qu'il faut qu'on arrête de se comporter comme les salopes de l'humanité, et ils ont déformé ça pour dire que Kémy Séba dit que les Noirs sont les salopes de l'humanité. Tous ceux qui sont en France, qui est complètement stupide. J'ai une partie de ma famille qui est en France aujourd'hui encore, j'ai des amis, des proches qui sont en France aujourd'hui encore, j'ai des tas de sympathisants, des dizaines de milliers, ne serait-ce que ceux qui sont inscrits même sur les réseaux sociaux, ils sont en France aujourd'hui, tu vois, mais aujourd'hui, certains macaques vont, par des procédés de manipulation et étant aidés par probablement d'autres personnes qui sont un peu plus en haut lieu, vont dire qu'Kémy Séba dit qu'il insulte, que les Noirs sont les salopes de l'humanité. Ce sont des choses qui ne veulent rien dire, et d'ailleurs la rue ne s'y trompe pas, et c'est pour ça qu'elle vient massivement à mes conférences, et qu'elle ne vient pas écouter les manipulateurs en masse. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Donc Farrakhan, le ministre Farrakhan, c'est quelqu'un que j'aime.
C'est quelqu'un qui, je pense, a atteint un degré de sagesse sur bon nombre de points. Je ne suis pas d'accord avec tout. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit sur le terrain religieux, spirituel ou autre. Mais c'est quelqu'un que j'aime. Je suis un esprit libre. Je ne suis pas encarté à la Nation of Islam. J'étudie Luis Farrakhan comme j'étudie René Guénon, comme je peux étudier Cheikh Anta Diop. J'ai été dans un processus d'amélioration et d'auto-amélioration grâce à des bases qui m'ont été données par la Nation of Islam. C'est comme quand tu vas à l'université, c'est pas parce que tu vas à l'université que ça veut dire que ta nationalité, ton identité est d'être universitaire. Ça veut rien dire ça. Ça ne veut strictement rien dire. Tu vois, le but c'est de prendre des éléments et d'aller où tu veux, voilà, et de faire ce que tu penses être bon. Moi, c'est ma démarche, voilà. Alors justement, il y a aussi une question, parce que ça c'est quelque chose qui est revenu pas mal sur le chat, où on nous dit, tu l'as précisé toi-même en disant que le panafricanisme était un peu une idéologie importée par la diaspora, et on nous dit, enfin une comparaison avec le sionisme, on nous dit, mais est-ce que c'est pas un peu comme le sionisme, une idéologie qu'on apporte aux Africains pour reconquérir l'Afrique, mais à la sauce de ceux... Ouais, mais ça, c'est vraiment des discours, je ne vais pas être méprisant, méchant vis-à-vis de ceux qui disent ça, mais c'est vraiment des personnes qui n'étudient pas, tu vois. Il faut sortir de la galaxie, vraiment de la dissidence, et se concentrer réellement sur les choses. Le sionisme, c'est un projet colonial d'une diaspora qui est venue spolier les terres d'une population qui n'avait rien demandé. Population arabe qui n'avait rien demandé. Ça, c'est une réalité. Le panafricanisme, c'est un projet de la diaspora qui a été repris par les figures d'indépendance du continent africain. Donc ça n'a aucun sens de comparer ça. C'est simplement dire ça c'est vraiment les gens qui ne regardent que deux sides de la dissidence et qui croient que parce que dans la dissidence, il est dit que le panafricanisme ou que l'Afrique, la réalité africaine, c'est simplement Bernard Lugan, donc qui pensent qu'on peut se permettre de tenir des propos stupides comme cela. Sankara était panafricain, Lumumba était panafricain, Kwame Nkrumah était panafricain, et ces derniers, je pense, et ce dernier s'opposait, en tout cas pour Sankara, Lumumba, s'opposait viscéralement au sionisme, jusqu'à preuve du contraire. Comme pour Amilcar Cabral, c'est la même chose, et pour tous les autres, pour Oumniobé et tout ce qui s'ensuit, et c'est le cas pour Kémy Séba aussi. Donc ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, et avançons, essayons, il faut que les gens étudient, et que les gens soient dans la nuance aussi, parce que sinon on peut pas avancer. Alors il y a pas mal de gens qui répondent aussi. Alors là, par exemple, il y a Gaspard, il nous dit, ouais, la France a la particularité d'être capable d'assimiler les hommes de tous horizons. Ah bon que, ouais. Ah bah écoute, non mais je vais l'emmener dans des coins où on va pas assimiler Basile Boli, mais enfin lui on l'a assimilé parce qu'il marquait des buts, mais il y a des coins dans lesquels certains vont pas être assimilés. Moi en fait le problème c'est que je suis dans l'urgence. Y a une sœur qui vient de m'envoyer un lien d'un gars qui dit ok, ouais, les discours panafricains c'est excessif et ridicule, ça ne tient pas. C'est ces mêmes abrutis qui sont dans un projet qui est le projet républicain, dans lequel on a additionné différentes populations qui à la base n'avaient pas forcément énormément de choses en commun. Nous on a plus de choses en commun que je pense que le flamand et le corse. Moi je vous le dis. On a plus de choses en commun que le flamand et le basque. Moi, je vous le dis. Voilà. C'est quelque chose auquel je crois. On est des millions à croire à cette réalité-là. Et c'est aussi pour ça que notre discours passe beaucoup plus que dans la petite lorgnière ou la petite fenêtre occidentale. Certains pensent que le message se diffuse. Je vous le dis. Voilà. Ouais, écoute. Je ne peux pas être plus clair, en tout cas. Ah ouais, non, très bien. Tu as raison. C'est ta réponse. Alors, on 55. C'est malheureux parce que le débat m'excite grave. Enfin, m'excite, c'est pas le terme, mais me plaît. Mais le problème, c'est que j'ai une intervention vraiment dans 5 minutes. Si vous permettez, je vais juste écrire rapidement pour dire que j'aurai 10 minutes de retard. Comme ça, on prolonge la démarche. Attendez. D'accord. Ah bah génial. Attendez, hein. Ouais, ok. Tu retournes au Gabon ce soir? Ok. Voilà. Donc, j'ai juste prévenu, j'aime pas le retard, mais bon, parce que j'aime pas couper comme ça quand on est en plein cours. De toute façon, je serai obligé dans 10 minutes, ça revient au même. La démarche qui est la nôtre et qui fait que certaines personnes
au sein de la dissidence, et la plupart du temps, des Blancs, sans racialiser les choses, mais c'est une constatation, ou alors des Maghrébins installés en France, ont du mal à comprendre notre logique et ils ont la sensation qu'on se referme, qu'on s'enferme sur nous-mêmes, qu'on n'est pas ouvert au monde. Ça, c'est parce que, je pense, dans l'imagerie collective, le noir a été habitué comment dirais-je, à faire la bamboula avec tout le monde, à être avec tout le monde sauf avec lui-même. On est dans une démarche aujourd'hui d'indépendance réelle. Et je sais que la lutte panafricaine antimondialiste, qui est la nôtre, qui est la mienne, et qui est celle de bon nombre d'autres personnes, va, d'ici quelques années, être considérée comme le modèle. Et ça l'est déjà pour beaucoup de patriotes français, beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais ce ne sont pas ceux qui parlent le plus, qui sont les plus actifs et qui comprennent forcément le plus de choses. D'accord? Mais beaucoup de patriotes européens, italiens, etc. Je suis allé en Iran récemment, ils comprennent parfaitement la démarche qui est la nôtre. Je parle avec les Vénézuéliens, notamment par le biais de l'ambassadeur du Venezuela, et je dois aller au Venezuela dans quelques temps aussi, invité par ces derniers. Ils comprennent la démarche, mais dans la lorgnière de la dissidence française, je pense qu'à un moment, il faut sortir pas de son trou, excusez-moi d'être vulgaire, mais il faut s'ouvrir au monde et regarder les réalités. Les réalités africaines ne sont pas forcément les réalités que vous pouvez avoir en Occident. Ça, c'est un fait. Et quand j'appelle les miens à se soucier un peu plus de leur continent, c'est parce que je ne veux pas que sur le terrain de la dignité, demain, on soit un continent quand on va nous dire « dégage de ce pays », et que nous, on répondra « mais on est né en France, mais nous, on est français comme tout le monde ». Eh bien, quand on se fera prendre des coups de pied au cul et qu'on aura des hopes dorées à la française, je ne dis pas que ça va naître, mais tout est possible dans la vie, eh bien peut-être que ça nous permettra de nous rappeler qu'il était nécessaire de se préoccuper de notre identité et de ne pas se faire de fausses illusions sur le fait qu'on est français. Dire ça ne veut pas dire, parce qu'on certains me caricaturent, mais de moins en moins, mais il y en a qui me caricaturent quand même en me disant qu'Émile Sebati, tous les Noirs ou tous les Africains doivent rentrer en Afrique. Je n'ai jamais dit ça, j'ai dit que ceux qui ne peuvent pas rentrer physiquement rentrent au moins économiquement, au sens qu'ils participent au développement de leur continent, à l'image des communautés chinoises et autres. J'y crois profondément. Et puis après, ceux qui doivent comprendre, comprennent. Ceux qui ne doivent pas comprendre, ne comprennent pas. Ce n'est pas l'absolu mort en ce qui me concerne. Voilà. D'accord. Parce que Nicolas Duloc, par exemple, il dit, oui, si Tepa et Dieudonné doivent rentrer en Afrique, pour moi, on perd de bons Français, c'est tout ce que je vois. Ouais, mais pour toi, mais je l'aime, le frère. Nicolas, je lui passe un gros big up, je lui passe une grosse salutation, mais son discours n'est pas partagé par beaucoup de gens dans la France, dans différents endroits de la France profonde. Et dire ça, c'est pas une démarche victimaire, c'est une constatation. Moi, ça ne me choque pas qu'ils pensent autrement, que les populations autochtones pensent différemment. Moi, en France, les gens ils réagissent, c'est-à-dire que, comme tu dis justement, une bonne partie des Blancs aujourd'hui, justement, comme tu dis, cette négrophobie, c'est-à-dire pour moi, le racisme véritablement anti-noir, il est en train de s'atténuer, tu vois, on peut pas dire que c'est... Tu sais, il y a une grande... Oui, mais moi, je passe pas mon temps à parler du racisme anti-noir en France. Tu vois, je dis il existe, et celui qui me dira qu'il n'existe pas, je laisse dans Mamadou au pays des merveilles, c'est pas le sujet. Maintenant qu'il est baissé par rapport à d'autres années, oui, certainement, dans les grandes villes, dans d'autres coins, en période de crise. Moi, Taubira, pour moi, est un jouet de la franc-maçonnerie, mais il y a des choses que quoi qu'il arrive, ce qui ne veut pas dire que je la défendrai, hein. Je m'opposerai de toutes mes forces à elle politiquement, mais quand quand d'autres vont la traiter d'animal de compagnie, si Dieudonné la traite, si moi je la traite, je sais dans quel cadre je le dis. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce sérum de suprématie d'un peuple vis-à-vis d'un autre. Mais quand d'autres font partie d'un peuple qui ont un passif quand même particulier et qui la traitent de cette façon, moi ça peut me poser problème. Et ces exemples-là sont des exemples qui sont globalisés, généralisés. Maintenant, je le dis et je le répète, quand je vois comment elle se comporte, il ne faut pas s'étonner que des choses comme ça puissent exister. C'est pour ça que je ne me suis pas levé non plus pour la défendre et je ne le ferai pas. Mais celui qui me dit que la négrophobie n'existe pas, pour moi est un menteur. Et partout où je vais, je te le dis, je le répète, j'étais en Iran, à Rome, il y a pas longtemps, et à Téhéran, j'ai parlé devant des étudiants de l'université, des étudiants africains de l'université de Rome, et j'ai parlé devant des dignitaires iraniens, je ne vais pas forcément citer des responsables iraniens, dont je ne vais pas citer le nom, j'ai dit que oui, l'alliance il y a, c'est un honneur pour moi d'être en Iran, mais personne ne me fera oublier aussi la négrophobie qui existe là-bas. Elle existe partout dans le monde, c'est le trésor le mieux partagé de la planète, et
parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on ne se comporte pas à bon nombre d'endroits comme des êtres humains dignes. Voilà, je pense profondément. Et il est temps que ça change. Et la tonalité va changer d'une façon ou d'une autre. Ceux qui me trouvent agressif aujourd'hui me trouveront profondément humaniste demain. Et il y a énormément de gens, il y a des dizaines de milliers de gens aujourd'hui, en réalité bien plus encore, qui, à différents endroits du monde, en Afrique, mais aussi en Occident, et même du côté du Moyen-Orient, et même aux Amériques, comprennent la démarche qui est la mienne et le message qui est le mien, et ils savent que ce n'est pas un discours de Mamadou au pays des merveilles, loin de là. Et je terminerai juste en disant une chose que là, après, je vais vraiment y aller, il y a un grand danger qui, à mon sens, guette la dissidence française, pas le reste, pas les dissidences sud-américaines, pas les dissidences africaines, pas les dissidences, mais la dissidence française particulièrement, qui n'est pas partagée par exemple par la dissidence italienne ou autre, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que on se focalise tous sur la lutte contre le lobby maçonnique juif, le lobby judéo-maçonnique, ok, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on pense qu'il suffit de se dire antisioniste ou de faire une quenelle pour avoir réglé le problème de la lutte contre le mondialisme. C'est pas vrai. Cette histoire de métissage institutionnalisé est très ancrée, très ancrée. Le processus d'assimilation en France est une illustration de la force maçonnique dans cette République française aujourd'hui. C'est un des projets de cette dernière. Ce n'est pas quelque chose qui est de la tradition française que de prendre des populations de partout dans le monde et de les rendre françaises. C'est quelque chose qui a une incidence et qui est lié au réseau que la dissidence dit combattre. Et tôt ou tard, il faudra se plonger dessus. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, des gens comme Alain Soral, qui d'ailleurs relaie nos interventions et pour lequel, même si j'ai des désaccords profonds sur bon nombre de points, j'ai aussi du respect sur d'autres sujets, je le dis et j'ai aucun problème à le dire, mais après, dès qu'il parle de l'Afrique, je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça après, c'est mon droit et personne ne m'empêchera d'être dans cette démarche-là. Soral lui-même aussi sait de toute façon qu'on ne pourra pas être dans comment dirais-je, je ne vais pas dire dans les feux de l'amour identitaire, mais c'est quand même une réalité. Tôt ou tard, il faudra regarder avec une grille d'analyse pragmatique face aux dangers des événements qui sont installés aujourd'hui et le danger des enjeux qui sont installés aujourd'hui. Il y a différentes familles que l'oligarchie veut brasser pour faire disparaître les identités. C'est ça le projet mondialiste. Moi, c'est pour ça que je ne perds même plus mon temps à parler sioniste, anti-sioniste, etc. Parce qu'on a dépassé ce stade-là. Le sioniste, etc., sioniste, pas sioniste, tout ça, ce n'est rien d'autre qu'une branche d'un arbre. L'arbre, c'est le mondialisme. Dans cet arbre qui est le mondialisme, il y a un arbre, il y a une branche qui est le colonialisme, il y a une branche qui a été l'esclavagisme, il y a une branche qui est le mondialisme aujourd'hui, il y a une branche qui est l'immigrationnisme, il y a une branche qui est le dumping social qu'on peut trouver dans la société occidentale, il y a une branche qui est la spoliation des richesses, il y a une branche qui est la France-Afrique, etc., etc. Mais le problème principal, c'est le mondialisme. Et le projet du mondialisme, c'est de faire un gouvernement mondialisé avec des populations qui n'ont plus d'identité. Et les dissidents français, en répétant ce schéma maçonnique du brassage globalisé des identités à l'intérieur de la République française par le processus assimilatoire, participe à cette logique-là. Et moi, je combattrai toujours cette démarche, que ça plaise ou pas. Voilà. Et énormément de gens commencent à comprendre, comprennent aujourd'hui, il suffit de voir les records d'influence qu'on fait, soit en Occident ou en Afrique, comprennent que ce qu'on dit, c'est pas un discours de martiens, c'est un discours de personnes pragmatiques. Mais je sais que ça choque en France, voilà. Ouais, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Bon, d'ailleurs, justement, la dernière réaction pour un petit troll de la fin nous dit on va garder Dieudo et Tepa, ils vont t'envoyer Dominique Sopo et Harlem Désir. Ouais, eux, ils finiront à la mer, par contre. Mais j'espère qu'ils auront une belle bouée, voilà. Mais après, ce qui n'a pas compris, celui qui dit ça, le dernier, là, c'est que moi, j'ai pas dit que Dieudo ou Tepa, donc Tepa, c'est toi, hein, frangin, c'est ça, hein. Oui. Donc, voilà, que Dieudo ou toi, vous devez rentrer. J'ai dit que si vous ne voulez pas rentrer, si vous aimez trop, je sais pas moi, les frites ou le camembert, etc., au moins, moi aussi j'aime les frites, il n'y a pas de souci, au moins, participez au développement de là où vous êtes. C'est la seule chose que je vous demande. Et de toute façon, dans la nouvelle génération afro, là, si vous vous rendez compte, si vous observez quand même les comportements de la communauté afro-diasporique, que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Marseille, dans les grandes villes européennes ou en Allemagne, c'est ceux avec qui je peux être en contact par le biais de ma page publique soutenant Kémy Séba,
font partie de mes partisans, je peux vous assurer qu'il y a un éveil des consciences quand même qui est assez énorme et ça va dans le sens de ce que je suis en train d'énoncer. Donc, il faut faire attention. Et ce que je dis là, je le redis pour Cardé et pour les autres aussi, il faut quand même qu'ils songent, non pas être dans une démarche caricaturale comme les afrocentriques qui vont vous parler que de l'Égypte, Kemet, etc. Oui, et tout et voilà. Il faut aussi être pragmatique et de réel. Ça sert à rien de parler de pyramide quand aujourd'hui on n'est même pas capable de construire une maison qui bouge, qui tient, je veux dire. La maison bouge. Il faut qu'on se revoie, qu'on se remette en question aussi aujourd'hui et qu'on assume non seulement notre passé, mais aussi notre présent, nos difficultés, pour être capable de nous sortir de bon nombre de pièges. Mais que ceux de la diaspora pensent au continent, pensent pas simplement à leur famille et envoyer des Western Union, mais pensent au développement global de ce continent africain, parce que c'est la participation de cette diaspora qui permettra à notre population de s'en sortir. C'est dans ce cadre-là que j'ai créé la MBAD, Microbanque africaine de développement, et qui est un processus associatif qui n'est lié évidemment à aucune banque, contrairement à ce que son nom indique, et qui va dans le sens de pousser les membres de la diaspora à cotiser de manière mensuelle à des sommes modiques pour financer des projets de développement sur le continent, parce que les 10 € de l'un ne sont rien, mais les 10 € multipliés par 400, ça donne quelque chose chaque mois, et si chaque mois on voit ça, on multiplie ça par 12, ça peut donner une bonne somme qui peut aider à créer un bon nombre de projets. Voilà ce que j'avais à énoncer sur cette réalité. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Kémy. Merci pour ta franchise, en tout cas, en plus, parce que voilà, toujours liberté de ton et la sincérité. Il y a beaucoup de gens aussi qui te disent, même s'ils ne sont pas d'accord, ils saluent ta verve et ton engagement et ils te soutiennent pour ça. En tout cas, je leur passe mon affection et je réagirai en disant, je comprends que certains ne peuvent pas être d'accord, ils sont en France. Donc il y a des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord aujourd'hui, je le comprends totalement, mais tôt ou tard, ils vont... je sais qu'on va se rejoindre. Je suis très serein dessus. Je vois le nombre spectaculaire de personnes qui hier étaient opposées. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, il y avait 50 pelots en 2004 qui osaient se dire partisans de Kémy Séba. Aujourd'hui, tu en as plus de 50 000 à différents endroits. Le temps passe et ça va continuer à augmenter. Et je suis très confiant. Mon travail est bicéphale, continental et sur le terrain de la diaspora. C'est pour ça que tu me vois souvent en Belgique, comme en Europe, comme tu peux me voir sur le continent africain. Et je continuerai cette démarche-là. Je vous aime fort, je vous passe toute mon affection. Noir, blanc, arabe, chinois, vert, violet, et même les martiens s'ils nous écoutent. Et je dirais toujours que c'est l'unité des peuples libres qui permettra de mieux lutter, j'ai envie de dire, contre le cancer des nations, et qui permettra de nous donner une véritable voix au concert des nations. C'est quelque chose auquel je crois, que j'assume, et que je prendrai jusqu'au bout en tout cas. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Kémy Séba. Merci. Bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée à toi. Ouais. Salut. Alors, je vais remettre... Là, tu m'entends? Voilà. Bon, voilà. C'était Kémy Séba. Merci à lui déjà d'être venu sur la libre antenne, parce que voilà, c'était effectivement, il a précisé, il y a eu l'acharnement de Sandrine pour pouvoir avoir cette interview, parce que on tenait beaucoup à voir Kémy Séba. Vous étiez nombreux à l'avoir demandé. Et on va faire une petite pause, puis on revient après. On va se faire un petit débrief entre nous, puisque vous avez pas mal de questions en plus encore à être posées. On se fait une petite pause et puis on revient juste après. À vous, la régie.